Bienvenue dans Les Clés pour comprendre, le podcast pédagogique de la liste Dinard, notre bien commun. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'eau, sa qualité, la consommation, les défis pour une ville balnéaire. Nous retrouvons Thierry Burlot, président du comité de bassin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, pour nous en parler. Bonne écoute. Bonjour Thierry Burlot. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait concrètement l'Agence de l'eau, pour commencer? Alors, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est d'abord un périmètre hydrographique qui est assez vaste, puisque du pied du Massif central au mont Gerbier des Joncs, de la source de la Loire jusqu'à la pointe du Finistère, l'Agence de l'eau gère toutes les questions relatives à la gestion quantitative et qualitative des fleuves et des nappes phréatiques. Et l'Agence de l'eau est un outil de financement des collectivités territoriales pour améliorer la qualité de l'eau au robinet, pour améliorer l'assainissement et toutes ces questions. On a parfois l'impression qu'en Bretagne, puisqu'il pleut régulièrement, nous ne manquons pas d'eau. Quelle est aujourd'hui la réalité de la ressource en France et plus particulièrement sur la côte d'Émeraude? Alors en Bretagne, c'est tout particulier parce que, à l'inverse de la France, en France, 80% de l'eau utilisée pour l'alimentation en eau potable vient des nappes phréatiques et 20% des rivières. En Bretagne, c'est l'inverse. 80% de l'eau vient des rivières et 20% des nappes phréatiques, parce qu'on n'a pas de nappe phréatique en Bretagne. On est sur le massif armoricain, qui est une roche granitique très, très peu perméable. Donc on utilise principalement l'eau des rivières. Et c'est vrai en Bretagne et c'est vrai sur la côte d'Émeraude. Et c'est pour cette raison qu'on a une fragilité beaucoup plus forte, parce que c'est beaucoup plus difficile de protéger une rivière qu'une nappe phréatique. Donc sur la côte d'Émeraude, comme partout en Bretagne, on utilise des eaux de surface, des eaux de rivière, pour l'alimentation en eau potable des populations. Alors à Dinard, c'est tout particulier, parce qu'historiquement, il y avait une usine qui datait de 1927, qui prélevait l'eau dans le Frémur, qui est la rivière voisine. Et cette usine de Pont-Avet a longtemps fonctionné, et à partir d'une petite retenue d'eau de 300 000 mètres cubes. Et dans les années 80, on s'est rendu compte que cette alimentation était insuffisante, que l'eau n'était pas de bonne qualité, et qu'en quantité, ça commençait à devenir un peu tendu, notamment en période estivale. Donc il a fallu stocker de l'eau et imaginer une nouvelle alimentation en eau potable de Dinard. Et il faut reconnaître à Marius Mallet l'initiative qu'il a prise à l'époque, dans les années 75-80, de construire le barrage de Bois-Joli. Barrage de Bois-Joli, qui est un barrage qui stocke quasiment 3 millions de mètres cubes d'eau, et qui permet d'assurer en quantité l'alimentation en eau potable de la population. Parce que la difficulté qu'on a en Bretagne, c'est dès qu'il ne pleut plus, le débit des rivières s'effondre, et donc là, on est en difficulté. Donc si on ne stocke pas de l'eau, évidemment, on n'en a pas. Et je salue l'initiative de Marius Mallet, parce que non seulement ça n'a pas été facile, parce que l'État n'était pas très favorable, et c'est Raymond Barre, à l'époque Premier ministre, qui signe le décret d'autorisation de cette création du barrage de Bois-Joli. Et derrière cette usine aujourd'hui, derrière ce barrage, on a une usine toute neuve, qui a été construite, l'usine de Bois-Joli, et qui permet à la population dinardaise et au territoire beaucoup plus vaste aujourd'hui, de disposer d'une eau en quantité et en qualité pour la population. Pour une collectivité littorale et touristique comme Dinard, quels sont aujourd'hui les principaux défis liés à l'eau? L'enjeu prioritaire pour moi, c'est de desservir une eau en quantité et en qualité à la population au meilleur prix. C'est ça l'enjeu. Et reconnaissons aujourd'hui à Dinard que le prix de l'eau au robinet, il est à 2 euros le mètre cube, ce qui est quand même un prix relativement moyen, qui se situe d'ailleurs dans la fourchette basse du prix de l'eau en Bretagne, 2 euros le mètre cube. J'invite souvent les consommateurs à comparer ce prix-là de 2 euros le mètre cube de l'eau, de 2 euros le mètre cube, le comparer à la petite bouteille d'eau que vous achetez à la gare. Quand vous allez à la gare pour le train, vous pouvez acheter une petite bouteille d'eau et vous la payez 2 euros. Et pour ce prix-là, aujourd'hui, à Dinard, on vous livre 1000 litres d'eau au robinet, chez vous,
et une eau garantie en termes de santé publique. Et ça, c'est un vrai défi qu'il faut avoir à l'esprit et qu'il faut continuer évidemment à travailler. Alors le vrai défi pour Dinard, c'est d'avoir des infrastructures qui soient capables non seulement de desservir la population tout au long de l'année, mais aussi en période estivale. Là où il y a beaucoup de population, beaucoup de besoins, et en période estivale, là où les nappes phréatiques et les débits des rivières sont en difficulté. Donc c'est d'être capable de gérer en quantité et en qualité la ville. Et c'est vrai que le barrage du Bois-Joli aujourd'hui, géré par le syndicat des eaux de Saint-Malo, puisqu'on est en coopération intercommunale, il faut d'ailleurs noter que Dinard a fait un effort vis-à-vis de Saint-Malo en partageant et en mutualisant l'usine de Bois-Joli, et ce qui permet aujourd'hui, grâce à l'interconnexion avec les Côtes d'Armor, d'être en sécurité pour la population dinardaise et la population qu'on accueille. À Dinard, la qualité des eaux de baignade est un sujet sensible. Quel est le lien direct entre cette qualité et les investissements réalisés ces 6 dernières années ? Alors, je vous ai dit que la qualité de l'eau distribuée était de qualité. Tout est fait, évidemment, et mis en œuvre pour que ça soit ainsi. C'est un vrai défi et on y arrive. Par contre, la qualité des eaux brutes de nos cours d'eau n'est pas forcément encore à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. On a encore malheureusement des nitrates, on a encore parfois des pesticides, on peut avoir des pollutions bactériologiques et tout ça arrive sur le littoral. Parce que tous nos fleuves se jettent à la mer. Et évidemment, si dans nos fleuves, on a des eaux de mauvaise qualité, notre littoral sera de mauvaise qualité. Donc c'est un vrai défi pour nos communes littorales de concilier la qualité des eaux douces et la qualité des eaux marines. Et c'est un vrai défi parce que comment imaginer une ville attractive, une station balnéaire attractive, si la qualité de nos eaux littorales n'est pas bonne. Donc c'est tout le travail qui est fait aujourd'hui par la ville pour améliorer la qualité de l'eau, de l'assainissement, pour séparer les eaux pluviales des eaux usées, pour mieux maîtriser les pollutions d'origine de l'assainissement individuel, par exemple. Tout ce travail, il faut le continuer, il faut faire en sorte de l'intensifier encore, parce que c'est un vrai défi et c'est aussi, je trouve, une vraie ambition que l'équipe municipale partage, parce que c'est important qu'on puisse concilier économie, écologie, tourisme, et tout ça dans un environnement de qualité. Je reviens sur les eaux usées et les eaux pluviales. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence et pourquoi il est important, en termes de travaux d'assainissement, de faire le séparatif ? Écoutez, les premiers assainissements qui ont été réalisés en Bretagne se sont mis en place sur les communes littorales. Et à l'époque, on avait un réseau dit unitaire où on mélangeait les eaux de pluie avec les eaux usées. Bon, ça aujourd'hui, on essaye plutôt de faire du séparatif. Donc ça nécessite évidemment la transformation totale de nos réseaux et ça nécessite des investissements considérables. Pourquoi il faut le faire ? Tout simplement parce qu'on on vit ce dérèglement climatique aujourd'hui qui va être de plus en plus intense et c'est d'ailleurs ce qu'on vit aujourd'hui, même ici à Dinard. Vous avez remarqué que quand il pleut de plus en plus intensément. Et c'est le paradoxe de se dire qu'on est dans une période de dérèglement climatique, de réchauffement climatique, et il pleut de manière plus intense. Tout simplement parce que quand on gagne 1 degré de température supplémentaire sur la planète aujourd'hui, on a 7% de pluviométrie en plus, parce que les océans s'évaporent plus. Donc, 1 degré supplémentaire de température sur la planète, c'est 7% de pluie en plus. Et c'est pour ça qu'on a des orages de plus en plus forts, de plus en plus intenses, et c'est ce qui, évidemment, perturbe nos réseaux s'ils ne sont pas séparés. Parce qu'évidemment, on a des fortes arrivées d'eau pluviale dans l'eau usée, et évidemment, c'est difficile ensuite de traiter le tout. Donc, la question de l'assainissement et la question de la séparation des eaux usées et des eaux pluviales, c'est une ambition qu'on doit avoir collectivement, parce que ça va contribuer, évidemment, à améliorer la qualité de nos eaux littorales. Je reviens sur le prix de l'eau. La question revient souvent chez les habitants. Comment est calculée concrètement une facture d'eau ? La facture d'eau, c'est assez simple, hein. C'est 2 euros le mètre cube d'eau pour l'eau potable et c'est à peu près 3 euros pour l'assainissement qui se fait 5 euros au mètre cube. Sur cette part-là, il y a une partie forfaitaire, évidemment, pour
d'abonnement qu'on considère. Moi, ce que je voudrais dire, la difficulté, et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je reviens là-dessus, c'est pour une ville comme Dinard, d'avoir un réseau d'eau et d'assainissement dimensionné pour ses besoins propres, mais aussi pour ses capacités d'accueil. Et c'est vrai que là, on doit calibrer les réseaux et les stations en fonction de la capacité maximum d'accueil. Et donc, tout est mis en œuvre pour ce faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, face à l'augmentation des investissements qu'on doit réaliser pour justement accueillir de nouvelles populations, certains territoires réfléchissent à des tarifications différenciées du prix de l'eau et de l'assainissement. Certaines collectivités réfléchissent même en période de tension sur la ressource en eau, en période de sécheresse, d'avoir des tarifs hivernaux et estivaux. C'est par exemple la ville de Toulouse qui est en train d'expérimenter des tarifs différenciés en fonction de l'époque et de la saison, pour justement qu'on soit tous dans de l'économie de l'eau, dans la sobriété. Je note d'ailleurs que la ville de Dinard, depuis quelques années, a engagé ce travail de sobriété, puisqu'il y a quelques années, on consommait quasiment 950 000 mètres cubes achetés pour la production d'eau distribuée sur la ville. Et l'année dernière, on était en dessous de 900 000. C'est-à-dire qu'on a quasiment fait une économie de 50 000 mètres cubes d'eau par an en quasiment 4-5 ans. Donc voilà, c'est ce travail qu'il faut continuer à engager et sensibiliser nos populations à ces économies d'eau. On entend de plus en plus parler d'arrosage avec de l'eau de récupération. Est-ce que cela peut devenir une réalité pour des équipements comme des stades ou les espaces verts ? Quelles sont les contraintes réglementaires et techniques ? Alors, le ministre Christophe Béchu avait annoncé dans le plan eau gouvernemental un certain nombre d'initiatives sur le sujet. La mairie de Dinard a pris les devants en proposant tout un travail de réutilisation des eaux usées pour l'arrosage des espaces publics, par exemple. Parce que arroser des espaces publics avec de l'eau potable, franchement, on peut faire mieux, quoi. Donc aujourd'hui, la ville s'est engagée à pouvoir mettre en place la réutilisation des eaux pour limiter justement la consommation sur le réseau d'eau potable et faire de l'économie circulaire de l'eau. Ça, c'est une très belle chose. Je note aussi l'initiative de la ville qui souhaite, à travers le projet des serres, récupérer la chaleur des eaux usées pour chauffer les serres. Ça aussi, c'est de l'économie circulaire, c'est-à-dire que faire finalement de l'épuration, de nouvelles actions en matière de développement durable, tout simplement. Parlons piscine. Nous sommes au bord de la mer et certains affirment que alimenter la piscine avec l'eau de mer, c'est gratuit. Rien n'est jamais gratuit. D'ailleurs, même quand vous mettez un récupérateur d'eau de pluie chez vous, il faut bien payer le récupérateur. Mais pour revenir à l'utilisation de l'eau de mer, évidemment que ça coûte. Il y a le pompage, et puis l'eau de mer n'a pas le même comportement dans les tuyauteries que de l'eau douce, et que ça pose des problèmes techniques et de gestion et d'entretien. Donc évidemment que l'eau de mer, c'est pas parce qu'on prélève, tout prélèvement de toute façon, que ce soit d'eau de mer ou d'eau douce, nécessite traitement, pompage et exploitation, et ça a un coût évidemment. Donc on peut affirmer que c'est une fausse bonne idée ? C'est une idée qui a ses avantages, qui a ses inconvénients, mais c'est pas l'idée qui faut pas laisser penser que tout ça est gratuit. Et enfin, pour conclure, on souhaitait aborder avec vous la montée du niveau de la mer et le recul du trait de côte. Est-ce que cela change notre manière de concevoir les infrastructures sur le littoral ? Inévitablement. Et ce littoral de la côte d'Émeraude et sur cette ville de Dinard sera important et différencié. Vous voyez, l'autre jour, j'étais dans le marais de Dole de Bretagne. Et il y a une digue de 17 km qui protège le littoral, là, à cet endroit-là. Et les élus locaux me disaient, mais jamais la mer ne passera dessus. Parce que ce secteur n'est pas submersif. À l'inverse, on a d'autres secteurs qu'on connaît bien à Saint-Malo et à Dinard aujourd'hui qui sont submersifs parce qu'ils seront beaucoup plus impactés par le relèvement du niveau de la mer. Donc, vous voyez, à chaque situation, il faut regarder les choses avec attention. Mais on a pu constater lors des dernières marées, qui n'étaient pas des marées non plus très très fortes, que le front de mer
sur la plage de l'Écluse, il est impacté. Enfin, il faudrait quand même être aveugle de ne pas constater cela. Donc, il va falloir qu'on s'adapte aussi à tout ça. Donc, il faut qu'on atténue notre empreinte environnementale. Il faut qu'on continue à travailler sur le préventif, sur la préservation des ressources en eau. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'environnement, on considère souvent l'environnement comme une contrainte, comme une obligation. L'environnement, ça devrait être une ambition collective. Parce que finalement, c'est ce qu'on va laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Et le principe de précaution nous oblige à être face à la réalité et à ne pas faire l'autruche, à regarder les choses parfois avec déception face à tout cela. Mais il faut qu'on prenne en compte ces sujets-là et non pas contre les uns ou les autres, non pas contre la profession agricole, non pas contre qui que ce soit, mais ensemble, collectivement, sachons trouver les bonnes solutions. Merci Thierry Burlot.